Merci beaucoup de donner la parole aux patients et aux représentants de patients dans un congrès médical. Je ne suis pas professeur, peut-être que dans une autre vie j'aimerais l'être, mais en tout état de cause, je ne fais que représenter des patients ici et c'est très très important de pouvoir avoir un auditoire de médecins et aussi d'étudiants pour cela. Merci beaucoup donc pour cela. Donc je voudrais apporter justement, parce que les patients ont une opinion sur leur traitement et quand ils n'en ont pas, il faut vraiment faire tout pour qu'ils en aient une. Parce que c'est vraiment important dans les maladies chroniques que les patients prennent en charge leur traitement. Alors, juste un mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Hippopis est une association internationale de patients qui est dédiée à améliorer la connaissance des DIP, le fait que ça existe. L'accès, bien sûr, au diagnostic. On a entendu avec les cas ce matin sur l'Algérie et la Tunisie que c'est un vrai sujet. Et puis, l'accès à un traitement optimum. Et on aime bien ce mot optimum parce que c'est vraiment la question de la personnalisation du traitement. Et donc, la dernière présentation était très éloquente aussi de ce point de vue-là. Et bien sûr, nous avons une vocation internationale, worldwide, donc on s'attache à essayer d'avoir des associations dans le plus de pays possible. Pour le moment, nous avons 66 pays. Notre organisation donc, a travaillé avec un panel de médecins, d'ailleurs le professeur Bousfiha en faisait partie, pour établir des principes de prise en charge des DIP et qui puissent s'appliquer dans un grand nombre de pays et de façon transversale, parce qu'en effet, sur ces maladies rares, on a intérêt à essayer d'harmoniser nos prises en charge et d'aller vers des standards optimum, je pourrais dire. Donc bien sûr, le fait d'avoir des centres spécialisés, l'importance des registres, le besoin d'avoir une coopération internationale pour notamment la recherche, et puis tout ce qui va avoir trait aux options de traitement et la question aussi des pays en voie de développement. Et enfin, le rôle des patients, puisque c'est important de notre point de vue en tout cas d'avoir des organisations, des associations de patients. Alors, pour revenir sur la thérapie, la substitution à l'immunoglobuline, en gros, ça concerne la moitié plus ou moins de nos patients. On l'a vu d'ailleurs, les statistiques que vous avez apportées le corroborent. Et alors, tout ce qui est écrit en dessous, évidemment, vous le savez, c'est un petit peu outrageux de dire ça à des médecins, mais ce n'est pas aux médecins qu'on dit ça. C'est ce qu'on veut que tous les patients et tous les médecins disent aux autorités de santé, c'est que c'est un traitement à vie, que c'est un traitement vital, qu'il n'y a pas de substitution en dehors de ce traitement-là, il n'y a pas d'alternative thérapeutique, que bien sûr c'est listé à la fois en pédiatrie mais aussi en adulte par l'OMS comme un médicament essentiel, et que jusqu'à présent, chaque fois que je pose la question, il n'y a pas de recombinant, comme pour par exemple les hémophiles, dans les tuyaux. Il n'y a pas donc de choses un jour qui feront qu'on ne dépendra pas de ces médicaments du plasma, en tout cas pas à court terme. Et du coup, on aime aussi dire et répéter qu'avec un traitement adapté, nos patients peuvent, et d'abord un diagnostic précoce et un traitement adapté, nos patients peuvent vivre une vie normale, ou presque pour une partie d'entre eux, et une vie productive. Voilà. Alors, mais, parce qu'il y a un mais, et quand on fait un petit tour du monde, on se rend compte qu'il y a évidemment des grands écarts en matière d'accès dans le monde, et puis de plus en plus des tensions en approvisionnement, et cela concerne à peu près tous les pays aujourd'hui, plus ou moins évidemment, mais tous les pays, ça n'est pas une question simplement limitée au monde en voie de développement. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je voulais revenir sur la présentation précédente, sur donc la hiérarchisation des indications qui a été faite par la NSM, non pas par la NSM, mais par un groupe collégial de médecins, à la fois des neurologues, des immunologistes, et nous en tant qu'association de patients, mais cette fois-ci je parle d'IRIS, la France, et nous avons fait ce travail, mais cette priorisation des indications, elle est en cas de tension. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas traiter des gens qui seraient en classe 2, mais on dit que quand il n'y en a plus assez, voilà comment on doit hiérarchiser l'approvisionnement de façon à ce que les personnes qui sont en difficulté vitale puissent l'avoir. Cela dit, comme vous avez dit, professeur Boukari tout à l'heure, ça c'est bien sur le papier, mais notamment en France, on est en train de travailler en ce moment avec les pharmaciens qui sont un maillon essentiel, parce qu'on se rend compte que c'est pas parce qu'on a une liste d'indications prioritaires qu'elle c'est facilement applicable, notamment parce qu'on a des gens dans la nature, comme vous l'avez dit, y compris en France, qu'on n'est pas toujours capable de les avoir, de les identifier, qu'on ne sait pas toujours si c'est un DIP ou un déficit secondaire qu'ils ont, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire en la matière.
Alors, oui, donc je vous ai mis là juste à titre indicatif pour illustrer mon propos. Vous voyez, le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Allemagne, la France, la Grèce, le Portugal, la Roumanie, la Lituanie, Latvia, je ne sais plus comment on dit en français, et puis Chypre sont des pays où on a des vraies tensions d'approvisionnement actuellement. Donc on n'est pas limité au monde en voie de développement. Alors, où est-ce qu'on en est? On a mené une étude cette année pour essayer de voir comment les principes de soins, donc on a défini tous ensemble, peuvent s'appliquer. On a réussi à avoir 66 pays qui répondent. D'ailleurs, je voudrais remercier certains d'entre vous qui ont répondu à cette enquête, en dépit du fait que nous n'avons pas d'association de patients là-bas. Et donc, on voit que sur ce qui concerne l'Afrique et le Proche-Orient, nous avons 10 répondants. Alors, ça, je l'ai déjà dit. Donc, quand on regarde un petit peu la disponibilité des IG et qu'on pose cette question à ces 66 pays, la réponse est oui dans 51 pays. Donc, on se dit, on est plutôt content. Et quand on voit la réponse non, on voit qu'il y a un pays d'Afrique et pas régulièrement 2 pays d'Afrique. Alors, sur les 11, hein, Afrique et Proche-Orient. Bon, donc, quand on voit ce tableau clinique, on peut se dire finalement c'est pas si mal que ça. Et quand on creuse un peu et qu'on regarde si vous avez donc un accès régulier ou pas, quelle est la voie utilisée? Là encore, on voit que l'IV est la voie majoritaire. Pour le oui, et on a 7 donc qui disent pas régulièrement. La sous-cutanée, on a comme 29 pays qui répondent que c'est possible. Alors la facilité, ça c'est quelque chose dont on parle sans doute pas beaucoup ici. Donc c'est cette nouvelle substitution. En fait, on prend une IV, mais avant, on a une injection de hyaluronidase qui fait qu'on peut injecter une plus grande quantité. Et du coup, on a une sous-cutanée toutes les 3 semaines au lieu de l'avoir toutes les semaines, parce que les patients qui ont l'expérience de la sous-cutanée, on en a beaucoup maintenant en France, ils reviennent vers l'IV parce que le poids d'un traitement hebdomadaire est lourd. Cela dit, honnêtement, je pense que vu les situations et notamment la question des régions éloignées, la sous-cutanée reste une option extrêmement intéressante, y compris dans la perspective de seringues pré-remplies qui limitent les manipulations et toutes les problématiques, y compris d'hygiène. Et puis, alors ça m'a un peu surprise parce qu'on parle encore d'intramusculaire et j'avoue que je pensais que ça n'existait plus tellement, en tout cas pas dans la prise en charge des DIP. Alors, la vraie question, c'est pas simplement que ce soit disponible dans un pays, mais c'est d'y avoir accès. Et c'est toute la question du remboursement qu'a souligné tout à l'heure le professeur Tandara par rapport à l'accès et au fait que dans certains pays c'est gratuit, mais c'est loin d'être une majorité. Et donc, quand on regarde si c'est remboursé, eh bien, on se rend compte qu'on a comme 33 pays qui disent que c'est remboursé, ou partiellement 20, et que c'est complètement payé par le patient, et 7. Et quand on reprend tout en bas l'Afrique, ben on voit qu'on a 3, 3, 4. Et en fait, si vous prenez par exemple l'Amérique du Nord, vous voyez que c'est quand même réputé être des pays riches, et ben on n'est pas nécessairement mieux lotis que sur le continent africain. Donc ça questionne vraiment les politiques sociales des pays. Et c'est pour ça que c'est très important aussi que les patients, à travers des associations de patients et les médecins, à travers les sociétés scientifiques, s'allient pour faire ce plaidoyer auprès des autorités de santé pour faciliter l'accès aux thérapeutiques pour les patients dont on sait qu'ils vont vivre normalement s'ils les ont. Alors, quand on demande maintenant, est-ce que vous avez des challenges, des défis en fait quand vous avez dans l'accès aux immunoglobulines? Eh bien là, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc le premier, c'est le choix limité. On sait que les médicaments dérivés du plasma sont des produits biologiques et donc ils sont sujets à tolérance et que c'est important d'avoir un panel d'immunoglobulines sur lesquels on puisse jouer le prescripteur et le patient. Souvent, quand il s'agit des immunoglobulines, c'est le prescripteur, de façon à faciliter la tolérance. Le deuxième sujet, c'est les politiques de remboursement. Le troisième, c'est l'approvisionnement limité. Ensuite viennent les tensions, hein, qui sont quand même assez importantes. Et puis, voilà, c'est des politiques qui sont limitées, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à un taux résiduel. C'est-à-dire les assurances disent, ben voilà, nous, on assure une dose qui va jusqu'à, je sais pas, 6 grammes par litre et on ne va pas au-delà, quoi. Ou 5, parce que parfois, ça dépend. Et on a des pays, par exemple, ça se développe dans un certain nombre de pays. L'Australie est en train de réfléchir à ça en ce moment. Les autorités de santé en Australie veulent limiter, enfin les rembourseurs veulent limiter le remboursement à une norme qui serait standard et qui ne correspond pas du tout à la réalité des patients atteints de DIP.
Et enfin, le dernier, c'est les limitations d'âge. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans énormément de pays. C'est qu'on est remboursé jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que, grosso modo, on assimile les DIP à des handicapés, enfin, à la personne handicapée, c'est pas du tout péjoratif, mais dès qu'ils sont majeurs, ils disparaissent des tableaux, c'est plus remboursé, ça n'existe plus, et c'est un vrai problème, parce que, évidemment, un enfant qu'on a traité tôt, eh bien, on va le mener facilement à l'âge adulte, et donc à 18 ans, c'est évidemment un désastre. Voilà, donc quand on parle de thérapie par immunoglobuline, il y a la question du diagnostic, il y a la question de l'accès au marché par les laboratoires pharmaceutiques, mais le fait d'avoir un produit dans un marché ne veut pas dire qu'il est disponible toujours. Après, il y a évidemment la question de la sécurité de l'approvisionnement, et là, c'est vrai qu'on a des alertes dans certains pays, je pense à la Russie, où les patients nous ont alertés en nous disant on a une immunoglobuline chinoise qui arrive en ce moment, qu'est-ce qu'elle vaut ? Et ben voilà, alors, on n'est pas en train de dire que ce que font les Chinois, c'est pas bien, il y a certainement des choses très bien, mais c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de doute ou de crainte quand on n'a pas des laboratoires, entre guillemets, qui sont dans les process admis internationalement avec les Plasma Master Files, etc., et qui garantissent donc une sécurité sanitaire, hein, je dirais, du produit. La question du remboursement, j'en ai parlé, et puis toute la question donc de la qualité de vie face au fait qu'on est face à un traitement chronique qui a été évoqué notamment avec la sous-cutanée qui, de fait, offre quand même une qualité de vie renforcée aux patients, en plus d'une prise en charge individuelle beaucoup plus forte, qui est importante dans le cas d'une maladie chronique. Alors, maintenant, si je regarde un petit peu dans les pays en voie de développement, on va dire, est-ce que vous pensez que le taux de diagnostic s'est amélioré dans votre pays au cours des 10 dernières années? Et donc, on voit que 46 pays disent que oui, pour les adultes et 53 pour les enfants. Donc on sent évidemment que ça bouge plus pour les enfants que pour les adultes, mais c'est certain, et ça c'est comme la chance de notre domaine, c'est qu'il y a des progrès majeurs partout. Sous la direction d'un certain nombre de leaders, et je n'en citerai aucun en Afrique parce qu'on les a déjà bien identifiés. Est-ce que vous pensez donc que le taux de diagnostic... et donc oui, si on split par région, bon, on voit que par contre sur l'Afrique et pourquoi j'ai deux choses là, c'est ça. On a deux pays, il y a un bug dans mon... Ah non, c'est enfants et adultes. C'est parce que je ne vois pas bien clair. Pardon. Donc pour les adultes, on voit que l'Afrique et le Middle East, c'est deux, je ne sais pas. Et pour les enfants, il n'y a carrément pas de réponse. En ce qui concerne sur la question de est-ce que vous pensez que les DIP, la sensibilisation aux DIP a augmenté au sein du monde médical au cours des dernières années, ben là encore on a un oui tout à fait massif, avec dans les non l'Asie et l'Asie-Pacifique et l'Europe. Vous voyez, donc en Europe, et c'est là aussi que vraiment il faut se mettre ça en tête, c'est qu'on a des pays en Europe, y compris dans la communauté européenne, qui sont au moins autant en difficulté que certains des pays d'Afrique. Ouais, on a vraiment quelque chose... Enfin, l'Afrique n'est pas un modèle extraordinaire, en fait. Et ça, je crois que c'est important de l'avoir en tête. Vous pouvez faire au moins aussi bien que beaucoup d'autres régions dans le monde. La perception des DIP au sein de la société, comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que c'est perçu... oui. Est-ce qu'il y a une absence de perception? Et donc, vous voyez que c'est ce qui domine. Hein. 28 pays disent, bah oui, en fait, quand on dit DIP, personne ne comprend ce que c'est. Est-ce que c'est conçu comme n'importe quelle autre maladie rare? 27, donc c'est quasiment à équivalence. Et puis, est-ce que c'est négatif ou subject même à stigmatisation? Et là, on voit qu'on a 4 pays globalement, et ces 4-là d'ailleurs se situent en Afrique et au Proche-Orient. Donc peut-être que dans ce continent, pour quelques répondants, parce que 11 pays sur 56 je crois, c'est quand même pas beaucoup encore, mais c'est vrai qu'avoir ces pathologies, surtout quand elles ne sont pas soignées, je pense à un patient atteint de, je sais pas, d'un syndrome hyper-IgE, ça peut être vraiment très très impressionnant pour les gens autour. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'expertise sur les DIP ont progressé au cours des dernières années? Ben oui, à 54%. On a énormément de pays qui le considèrent. Et donc, si maintenant on revient à la question donc, du développement, de la prise en charge des DIP dans les pays en voie de développement, ben, on a la question de l'accès au diagnostic, c'est clair, qui pose la question de la sensibilisation, du plaidoyer.
D'essayer aussi, et on est en train de le faire en ce moment, Hippopie, c'est un travail qu'on conduit, c'est-à-dire on voudrait faire inscrire les diagnostics des DIP dans la liste essentielle des diagnostics. Parce que c'est par là que ça commence. Donc vous avez certainement été sollicité pour une partie d'entre vous. C'est un dossier absolument gigantesque à conduire. On a passé avec succès la première étape. Maintenant, on est en train de documenter le dossier. Enfin, ça vient juste d'être fini. On attend la réponse, on croise les doigts. Si on n'a pas réussi, on recommencera. Mais en tout cas, c'est essentiel qu'on arrive à inscrire aussi les éléments diagnostiques dans cette liste essentielle. Dans cette liste des diagnostics essentiels. Bon, après, on a évidemment toute la question de la formation des médecins, la formation des spécialistes qui s'occupent des symptômes exprimés, la formation des infirmiers, c'est absolument clé. Sur les immunoglobulines, il faut que les infirmiers sachent que c'est un produit rare, cher. Je vais vous donner un exemple, c'est des choses qu'on a vues en France. Vous avez une prescription qui ne correspond pas au dosage, eh bien, l'infirmier, très très consciencieusement, donne le dosage et jette le reste. Voilà. Alors, bon, ça va, il faut éviter ça. Et puis, bien sûr, la coopération internationale qui reste tout à fait clé. Pour le traitement, alors pour le traitement, moi, je vais vous dire, hein, la dernière prise de position que j'ai eue, elle consiste à dire, on est extrêmement inquiet. On est extrêmement inquiet, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des hiérarchies d'indication, des DIP, encore une fois en cas de tension. Mais aujourd'hui, on a à peu près 75% du plasma mondial qui vient des États-Unis. Les États-Unis représentent 50% du marché mondial des DIP. Je vais regarder l'Afrique et le Proche-Orient, c'est à peu près 2%. Vous imaginez quand vous allez diagnostiquer ce que ça va faire, parce qu'on dit on élargit les indications, on a nos gens qui grandissent, etc. Mais c'est surtout qu'on a des classes moyennes qui émergent dans beaucoup de pays, et ces gens vont accéder au diagnostic et donc au traitement. Comment on va leur apporter des solutions. Et donc là, il y a vraiment une mobilisation internationale à mettre en place, notamment autour de la collecte du plasma. Il faut que vos pays se mobilisent autour de la collecte du plasma. Après, trouver des systèmes, et c'est pour ça que j'ai mis le mot facilities derrière, parce que, bon, mettre en place une usine de fractionnement, c'est quelque chose de gigantesque. Parce que c'est de l'industrie nucléaire. Je veux dire, la sécurité, le niveau de sécurité est absolument colossal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne suis pas une spécialiste. Mais il y a aussi peut-être des accords à trouver. Cela dit, quand je discute avec les fractionneurs qu'on connaît tous, on n'est pas très loin du taquet des capacités. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se fasse entendre, qu'on fasse entendre le fait qu'on a besoin de ces traitements, qu'il faut des investissements dans la collecte, dans la transformation, parce que clairement, on sait déjà que 2019 va être difficile en matière d'approvisionnement, donc il faut qu'on ait un effort joint là-dessus. International Cooperation, c'est vraiment ça. Et bon, bien sûr, on a rappelé déjà plusieurs fois que les IG étaient sur la liste. Et enfin, c'est le dernier point, j'aimerais bien qu'on essaie de réfléchir ensemble à un positionnement continental sur les IG. Alors je ne sais pas à quel niveau il faut le prendre, parce que l'Afrique c'est un immense continent, et on sait très bien qu'il y a des organisations selon les grandes régions d'Afrique. Moi, j'aimerais bien commencer par un bout, je voudrais sensibiliser le professeur Tandara à ça, peut-être il faut commencer avec la CDAO, mais arriver à ce qu'on ait un statement sur les IG, sur le plasma, peut-être les médicaments dérivés du plasma, pas seulement les IG, au niveau d'un groupement économique pour dire c'est important, il faut qu'on fasse quelque chose. Le Sud-Est asiatique vient de le faire avec l'APEC, hein, l'Organisation pour la coopération dans le Sud-Est Pacifique, dans l'Asie-Pacifique. Et c'est toujours une référence, c'est une référence plus locale. Et je pense que c'est important, parce que dès qu'on dit WHO, etc., c'est bien, mais c'est déjà plus loin, etc., etc. Donc si on pouvait travailler dans ce sens, y compris dans la perspective du prochain congrès d'Asie au Sénégal, ce serait formidable. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps, mais je pense qu'on ne doit pas être très très loin de la fin. Donc je voudrais juste dire un mot pour finir sur les associations de patients. C'est souvent dans les pays en voie de développement, la distance entre le patient et le médecin, elle est forte, elle est grande, et c'est bien normal, on le comprend très bien. Et même dans nos pays à nous, il reste une distance importante, avec des patients qui se reposent complètement sur le médecin, et puis des médecins parfois qui n'entendent pas la parole du patient,
Nous, on a par exemple des patients qui sont experts de leur pathologie, qui arrivent aux urgences dans des états difficiles et qui tombent sur des médecins qui leur disent attendez, vous êtes en train de me dire qu'il vous faut une prophylaxie antibiotique, mais certainement pas. Et c'est qui le médecin ici? Donc voilà, il faut qu'on arrive à travailler à cela parce que c'est des maladies chroniques et que les patients souvent connaissent mieux leur maladie que le médecin de famille, par exemple. Et les organisations de patients, elles ont une voix qui est complémentaire. Évidemment, on ne joue pas aux médecins, pas du tout, ce n'est pas le sujet, mais c'est une voix totalement complémentaire. Et quand on arrive à travailler ensemble, eh bien, on arrive à avoir des avancées considérables. Donc les associations de patients sont souvent perçues comme étant plutôt dans le domaine social, mais elles doivent être aussi, et beaucoup, dans le domaine du plaidoyer, de l'advocacy. Parce que c'est là qu'ensemble, on peut faire des transformations absolument essentielles dans l'accès au diagnostic et l'accès au traitement. Voilà, ça c'est la carte du monde d'Hippopie. Je suis très très fière. Depuis qu'on a la Chine, évidemment, on a l'impression d'occuper la Terre entière. Cela dit, vous voyez quand même beaucoup de bleu en bas, et ça c'est l'Afrique. Ça c'est l'Afrique, et l'Afrique, il faut que ça bouge. Voilà, donc je me dis, on doit avoir à peu près 10 associations en Afrique, sur 56, on doit pouvoir faire mieux, et je fais un appel aux médecins, parce que c'est par vous que tout commence, c'est par vous qu'on peut arriver à avoir quelque chose, pour avoir davantage, pour essayer d'identifier des patients un peu leaders. Dans tous les pays, il y a des classes moyennes. Dans tous les pays, on arrive à trouver des gens qui ont un petit peu le sens de l'intérêt général. Je sais que c'est plus difficile dans certains pays que dans d'autres, même dans le mien, où les gens ont beaucoup de choses, souvent c'est compliqué de mobiliser les patients, mais on peut y arriver. Et donc, tous ensemble, j'aimerais qu'on arrive à passer à l'orange cette carte d'Afrique, de façon, et du Proche-Orient d'ailleurs, de façon à ce qu'on puisse faire avancer le plaidoyer, faire avancer le diagnostic, faire avancer le traitement et donc la vie des patients. Une dernière question, on a demandé à nos associations de patients sur quoi travaillez-vous le plus, et vous voyez 91%, c'est l'information et la sensibilisation du grand public. Ensuite, c'est la sensibilisation des médecins et aussi bien sûr des professionnels de santé, 85%. Troisièmement, c'est justement le plaidoyer, l'advocacy auprès des autorités de santé. Donc vous voyez, on est vraiment dans des domaines où on fait avancer la cause tous ensemble. Voilà, ça c'est ce qui devait arriver. Et donc ensuite, on leur demande on leur pose une autre question qui est celle de l'accès, qui est celle des soucis qu'ils ont en tant qu'association de patients. Et on voit que les deux grands soucis, premièrement, c'est le diagnostic des adultes. Et donc on l'entend très bien chez vous, mais c'est normal, on commence toujours par les enfants. Et honnêtement, quand vous avez un enfant malade, vous avez un parent mobilisé. Quand vous trouvez un patient adulte, la plupart du temps, il a été en errance médicale. La plupart du temps, il n'est pas très bonne santé. La plupart du temps, il est aigri. Et c'est beaucoup plus compliqué à mobiliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les enfants que vous soignez aujourd'hui, ils seront adultes demain. Et ces adultes-là, ça ne sera pas les mêmes que ceux qui sont diagnostiqués à l'âge adulte. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans tout cela. Et le deuxième point, c'est l'accès à un traitement continu aux immunoglobulines. Il n'y a pas de surprise non plus en la question. Donc, pour résumer sur le rôle des associations de patients, eh bien, il y a la sensibilisation avec une coopération patient-médecin qui est vraiment utile, nécessaire et efficace. On a la question du plaidoyer avec des groupes de patients qu'il faut empowered, à qui il faut donner du pouvoir. Il y a toute la question donc du support, du soutien de ce qu'on appelle souvent le social, mais ça va aussi sur le fait d'impliquer les patients dans des essais cliniques, dans des essais, mais en toute connaissance de cause pour eux, y compris dans la définition. Par exemple, nous, en France, nous sommes membres fondateurs du CEREDI, qui est le centre des références. Eh bien, quand on a des réunions avec le CEREDI, nous, patients, nous arrivons avec des propositions de recherche. Bon, la dernière fois, on s'est fait retoquer, mais on va continuer. On a proposé, parce qu'on l'observe. Alors nous, c'est complètement empirique, on n'est pas des scientifiques, mais on a observé qu'il y avait souvent des syndromes Asperger dans les familles des DIP. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à regarder? Bon, mais alors bon, après, on respecte complètement. On sait qu'il y a des chronologies, qu'on ne peut pas tout faire en même temps, etc., etc. Et puis, bien sûr, la coopération, ça, je l'ai déjà dit. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. Je voulais aussi signaler, si j'ai encore une seconde, que nous avons mis en place une application mobile pour le suivi, alors pour les patients, pas pour les médecins, mais si vous pouvez vous en parler à vos patients, alors il faut que vos patients parlent l'anglais, le français, l'espagnol, le russe,
et bientôt le portugais et d'autres langues. Alors l'arabe, j'en rêve. Et je sais, Aziz, je pense à toi tout le temps. Le problème de l'arabe, c'est que ça s'écrit pas dans le même sens que les autres et que ça pose un problème en développement qui est un peu plus compliqué. En turc, on va l'avoir bientôt aussi. Voilà. Donc j'espère, je travaille à l'arabe, je te promets. Mais pour le moment, c'est pas fait. PID Genius, ça se charge sur Android et sur PID comme DIP, Genius comme les génies. Et donc, ça permet une prise en charge. En fait, on a plusieurs sections. On a une section sur le médicament. Donc, ça peut être aussi pour des, je sais pas, une granulomatose septique chronique. Hein, c'est pas que pour les IG, mais bien sûr, il y a des IG. Il y a une section plus sur ma vie au quotidien, donc où on peut suivre, je sais pas, des courbes de poids, sa température, son humeur, sa fatigue, la fatigue. Ça, c'est un autre sujet qu'on a proposé au CEREDI. DIP et fatigue. On a des gens qui sont fatigués tout le temps. Est-ce que ça peut s'étudier ? Et puis, on a une section aussi sur une carte d'urgence. On a des patients qui voyagent. Donc, c'est pas mal d'avoir une carte d'urgence où on explique quand même à quelqu'un... Parce que tout le monde a son téléphone. Avoir une petite carte en papier, ça, c'est moins sûr. Mais n'importe qui, y compris des très jeunes, tout le monde a son téléphone. Donc, avoir une carte d'urgence sur son téléphone, c'est pas mal. Merci beaucoup.